Bon, salut les amis. Aujourd'hui, j'ai un invité sur mon petit studio, hein. Je vous présente Abdul Malik, Salut les amis. un ami, un frère, qui est aujourd'hui, et c'est important de le préciser parce que les sujets qu'on aborde ici, c'est des sujets un peu sociologiques, qui est un thésard en sociologie. Donc on espère qu'il va soutenir bientôt. Et donc, on discutait en privé suite à la vidéo que j'ai fait après mon retour au pays, sur mon ressenti. J'avais abordé quelques sujets, y compris le fait que le mariage de mes parents m'a permis de voir, avec d'autres mariages, il n'y a pas que le mien, à quel point il y a des gens qui souffrent de famine, voilà, qui ne mangent pas correctement et qui profitent des mariages pour pouvoir se nourrir correctement. Et donc lui, en privé, il me disait, ça serait bien que tu insistes un peu sur le sujet, ne serait-ce que sur une vidéo entière sur ce même sujet. Parce qu'il me disait par exemple que soit ça sera la fin du grand mariage, le problème des gens qui souffrent comme ça, de pouvoir manger à leur faim, parce que on va constater qu'au lieu de manger, ils mettent les sous dans ces mariages-là. Et aussi, il disait qu'on peut aussi dire que le mariage c'est important, et c'est l'argument des défenseurs du grand mariage, comme il est aujourd'hui, c'est que c'est grâce au grand mariage que certaines personnes arrivent à manger à leur faim. Donc moi je lui ai proposé de venir et de, pourquoi pas, échanger ensemble en vous faisant partager cette réflexion sur ce point-là. On ira sur un autre point, mais d'abord sur ce point-là. Voilà. Donc est-ce que tu peux aller au fond de cette idée-là? Et justement, c'est là que c'est ça qui m'a fait réagir, parce que généralement on dit que ceux qui n'ont pas encore fait le mariage, ils doivent aller donner à manger. Il faut aller donner à manger. C'est l'expression qu'on dit. Il faut aller donner à manger parce que tu as déjà mangé Donc il y a cette idée de manger. Alors ça semble anodin, normal, mais oui, ça semble cache, folklorique, voilà, ça cache une réalité où les gens n'ont pas à manger. Voilà. Et donc, nous, Comoriens, on a l'habitude de se cacher derrière notre petit doigt. Ouais. Quand on parle de grande pauvreté, on regarde les autres pays. Oui, oui. Et on ne se regarde pas nous-mêmes. Alors que nous, on a aussi des situations de grande pauvreté. Mais on ne le voit pas parce qu'il y a des familles qui ont réussi à avoir des expatriés, notamment en France, qui les aident de temps en temps. Mais ceux qui n'en ont pas... Mais ceux qui n'en ont pas, et c'est la majorité des gens, c'est la majorité des citoyens de l'île de Grande Comore, parce que quand on parle de grand mariage, c'est Ngazidia. La majorité des gens n'ont pas des expatriés qui sont à même de les soutenir, de leur envoyer des fonds. Et donc, comment ils font pour manger en dehors des périodes de grand mariage? C'est pour ça que, quelque part, les défenseurs du grand mariage disent on donne à manger à ceux qui ne peuvent pas manger comme il faut. Et cette idée-là, je la trouve. Et c'est un argument qui est sorti souvent, c'est-à-dire que grâce au grand mariage, quand même, il y a certains qui mangent. Et s'il n'y avait pas le grand mariage, donc toi tu trouves que c'est fallacieux? Moi, c'est mon point de vue. Mais est-ce que tu trouves que c'est un argument fallacieux? Personnellement, je trouve que c'est un argument fallacieux parce qu'il suffirait justement, mais au lieu d'investir, je ne sais pas, 50 000 € pour un grand mariage, et donc gaspiller cet argent-là pour après repartir pour les expatriés, aller devoir économiser encore de l'argent pour aller encore le réinvestir dans le grand mariage et le gaspiller encore une fois. Si on prend cet argent-là et qu'on l'investit dans une entreprise, dans une ferme, pour ceux qui font les akaram, dans une ferme, ils élèvent de tout, hein, des chèvres, des bœufs, des vaches, etc. Et donc, ça permet de rentabiliser des sommes d'argent qui rendent autonomes. Parce qu'il y a aussi cette misère où les gens ne sont pas autonomes. Parce qu'il y a la misère où les gens ne mangent pas. Ouais. Il y a aussi la misère de l'autonomie. Les gens sont indépendants. Et moi, je prends un exemple pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait qu'on te dit de venir rembourser ce que tu as mangé. Voilà. C'est que parce que mon père a accepté de faire son grand mariage, là, c'est quand même bizarre de se dire que ton père s'est marié avec ta mère, ils ont fait des gosses, et aujourd'hui on lui dit, il fait son mariage, c'est bizarre, mais bon, on va... Donc, et il y a une type qui est venue à la maison avec un sachet de biscuits,
et qui me dit, bon, tiens, ça c'est la part de ton père, parce qu'il a accepté de faire le truc, maintenant, il peut manger. Donc ça, on m'a donné pour lui. Et moi, je lui dis, mais tu crois vraiment que mon père fait ça? Attendait ce mariage pour pouvoir manger. Oui, il attendait ça, ou il fait ça pour pouvoir avoir des sachets. Et le problème, c'est que, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est pas folklorique, c'est que le type qui est venu avec le sachet, il croit que, franchement, mon père attend de manger des sachets. Parce qu'à l'évidence, c'est sa situation et lui-même. Et c'est ça qui... Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc ça montre, parce que lui, c'est un type avec qui on nous a dit d'aller manger une chai, là, les enfants du Bonahar aussi, et on est parti là-bas. Et ben, il prenait, dès qu'on arrivait, il prenait les boissons, les trucs, il mettait derrière lui, ce qu'il ne pouvait pas consommer tout de suite, pour ramener à la maison, en fait. Et c'est des scènes que j'ai vues partout. Donc on peut prendre ça comme folklorique, comme dans le jeu, mais c'est une véritable réalité. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'attendent que ces moments-là pour manger. Et avant que tu rajoutes, c'est que les mamans que j'ai vues, c'est là aussi le danger du grand mariage. Et moi, je voudrais connaître ton point de vue sur le grand mariage, parce que moi, j'ai déjà assez donné mon point de vue là-dessus. Ceux qui veulent le connaître, ils peuvent revenir, lire mon livre, ou voilà. Mais je veux dire, ces mamans-là, qui viennent manger, ou ces gens-là qui viennent manger dans les grands mariages, c'est pas qu'ils n'ont pas de sous. Des fois, ils ont des sous, ils les cachent pour aller participer à un tel ou un tel mariage, au lieu de faire des courses pour le mois. Et ils préfèrent... C'est là où tu vois les priorités de la vie du grand Comorien. D'accord? Parce que on va pas être... on va être un Gazédia centré pour le sujet. C'est là où tu vois les priorités, c'est-à-dire manger correctement, se vêtir correctement, s'occuper de l'éducation des enfants, de la santé, parce qu'il y a des urgences sanitaires. Avoir une voiture, parce que même la maison, c'est même pas pour mieux vivre dans une maison, c'est pour que l'extérieur voit une grande maison. Parce que la plupart, tu vas rentrer dans la maison, c'est même pas fini, c'est même pas le confort, c'est pas le confort. Exactement. C'est juste avoir une grande maison pour monter aux autres. Donc les priorités de la vie du grand Comorien, c'est pas son confort de tous les jours, se nourrir, éduquer les enfants ou tout ça. C'est le paraître qui passe par ce grand mariage, en fait. C'est ça qui est terrible. En fait, et si tu peux donner ton point de vue sur ce qui est sur le grand mariage aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses En fait, moi je trouve que ce qui compte dans la vie du Comorien, c'est ce que moi j'appelle les biens symboliques. C'est-à-dire que c'est l'honneur, c'est le prestige, c'est le paraître, la reconnaissance sociale, de passer quelque part et qu'on dise c'est le nouveau grand marié ou c'est la nouvelle grande mariée, c'est la famille qui a fait le mariage d'un tel il y a quelques jours, c'est tout ça qui compte. Finalement, c'est pas de construire quelque chose de pérenne, de construire quelque chose qui permettra d'être indépendant, d'être autonome, de s'attaquer à des choses beaucoup plus urgentes. Et ça, cette logique-là du paraître, cette logique du prestige, c'est ce qui tient, je dirais même, c'est ce qui le nourrit. C'est ce qui le nourrit, c'est la colonne vertébrale de toute la culture grande comorienne. C'est le chéo. Le chéo, après, il faut le définir, parce que ton chéo, c'est pas celui du... Oui, leur chéo à eux, c'est ça. En fait. Exactement. On peut avoir quelqu'un qui a suivi un parcours. Dans d'autres pays, ce serait des parcours honorables. Il a fait des études, il a réussi, il a créé une entreprise, ou il est professeur d'université, ou il est salarié dans une grande entreprise multinationale. Enfin, je suis contre les multinationales politiquement, mais c'est un statut aujourd'hui. C'est un statut dans d'autres contrées en dehors de la Grande Comore. Et cette personne-là, qui est comorienne, qui peut être comorienne, elle revient chez elle en Grande Comore. Et du moment que cette personne-là n'a pas participé à l'économie des échanges symboliques, c'est-à-dire, c'est juste le symbolique qui montre, c'est-à-dire faire comme si on était riche et qu'on était à même de construire une grande palace. Faire comme si on était riche et qu'on était à même d'acheter des bijoux qui coûtent des milliers d'euros. Oui, c'est ce que je disais. Une fois, j'avais créé un petit article, je disais Gazédia, Land of Nobles. C'est la terre de nobles. J'ai lu l'article. La terre de nobles. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que tu peux te disputer avec n'importe qui ou voir quelqu'un te sortir. Tu connais ma famille? Moi, en fait, tout le monde est noble. Donc, du coup, puisque tout le monde est noble, tout le monde est capable de faire un grand mariage. En fait, c'est ce que tu disais en privé. Tu supposais, en tout cas, je ne sais pas si tu l'as lu quelque part ou tu as fait des recherches anthropologiques.
tu disais que c'est une importation, on dirait, de riches arabes ou de riches, je ne sais pas quoi, qui étaient à Zanzibar ou je ne sais où. C'est des gens qui avaient un statut avec de l'argent. Et les pauvres, en tout cas les pauvres comoriens, veulent imiter des riches alors qu'ils ne sont pas riches en fait. Exactement. Et donc tout le monde est noble, tout le monde est riche, il faut qu'on le montre qu'on est noble, qu'on est riche. En fait, personne n'accepte Exactement. Et c'est ceci de se dire je ne peux pas faire comme lui parce que j'ai pas d'argent. Et ceci sous-tend ce que tu entends par villagisme, l'idée que pour faire un mariage noble, il faut se marier entre villageois. Voilà. Et qu'on ne peut pas aller en dehors de son village. Et quand on va en dehors de son village, on est en train de détruire la noblesse de notre famille parce qu'on ne sait même pas d'où vient cette voilà, on est au Rengue d'Amumbi. Et ceci est raciste, puisque si on se marie en dehors du pays, c'est encore pire. Et ce que je voulais revenir sur l'idée que tu développais tout à l'heure, sur la pauvreté et sur les riches qui ont apporté cette coutume du mariage tel qu'on le connaît en Gazidja. J'ai vu un statut dernièrement de Jack Latou qui a développé cette idée et j'ai vu pas mal de personnes qui ont réagi et j'ai trouvé ça très bien parce que le grand mariage, à l'origine, c'est une affaire de riches. Oui. C'est une affaire de riches et c'est une affaire de descendants de ceux qui avaient esclavagisé nos ancêtres. Parce que nous, on se présente toujours comme un peuple qui n'a jamais connu l'esclavage, alors qu'un Gazidja, c'est un territoire où un territoire de transit d'esclaves, et certains esclaves s'installaient en Gazidja ou dans les Comores d'une manière générale. Et on se présente toujours comme un peuple de nobles, un peuple descendant d'Arabes, qui a tendance à occulter cette part africaine. Tu développais dans ta vidéo l'idée que quand on garde ses cheveux, c'est toute une histoire. Et parce qu'on est des nobles, on est des gens arabes, on est des riches, donc on doit faire un grand mariage qui correspond à cette grande noblesse. Donc déjà, il faut commencer par couper ses cheveux pour cacher cette part sombre d'africanité qu'on a et montrer qu'on est des Arabes. Toi, est-ce que tu es contre le grand mariage en tant que... Est-ce que tu es contre le grand mariage? Vas-y. Alors, personnellement... Moi, j'ai donné mon idée, hein, donc je pense que tout le monde, toi, tu le connais. Oui. Ceux qui veulent, ils peuvent aller lire. J'ai envie d'entendre ton point de vue. Personnellement, je ne suis pas contre le grand mariage comme mariage traditionnel. Comme façon de se marier. On a le droit de choisir la façon dont on veut se marier. Mais aujourd'hui, c'est pris en otage par un système. Voilà, je suis contre l'idéologie. Et justement, je vais revenir parce que ça fait partie, chers amis, de beaucoup de sujets qu'on aborde ensemble. C'est que lui-même, il dit, il veut même pas, parce que souvent je dis, moi je lutte pour changer les mentalités. D'accord? Et lui, il dit, je dirais même qu'il faut arrêter avec le terme mentalité, il faut parler d'idéologie. Les idéologies, en tout cas, l'idéologie dominante, l'idéologie adatique. C'est ça, l'idéologie normale. En quoi c'est une idéologie pour que tout le monde... C'est une idéologie parce que c'est un système de croyance, de représentation du monde, qui s'impose à tout être de Grande Comore. Et cette idéologie doit être perpétuée dans le temps. Et donc toute personne qui ne rentre pas dans cette idéologie, elle est ostracisée, elle est marginalisée. Et donc c'est une idéologie qui est en même temps dominante et un peu impérialiste. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans leur village et qui décident de ne pas se soumettre à cette idéologie, ils vont se voir exclus, ostracisés, marginalisés. Et donc je trouve que ça laisse très peu de marge à la liberté, à l'initiative. Et ça explique aussi le manque d'initiative économique. C'est-à-dire que ça sert à quoi de prendre des initiatives économiques, sachant qu'un jour, il va falloir prendre tout cet argent que l'on a emmagasiné pour participer à cette grande idéologie, à cette grande messe. C'est un peu comme une histoire de religion. Une messe ostentatoire. Une messe ostentatoire. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les liens incestueux entre la religion musulmane comorienne. Ça, on va parler parce que... Et cette idéologie quasi-religieuse du grand mariage, qui s'impose à tout... Bon, les amis, on va faire une autre vidéo sur la place de la religion au pays, mais on va finir celle-ci. Mais justement, pour revenir à l'idéologie, c'est aussi une idéologie, pourquoi? Parce que ça ne se limite pas au monde du Milananti. C'est tout un système qui a intégré même la façon de gouverner, la façon de penser. C'est-à-dire que même les gouvernants
gouverne indatiquement. D'accord? C'est-à-dire, indatiquement, l'idéologie du Handa, c'est une idéologie de l'arbitraire, rien de prévu. Quelqu'un peut venir décider comme ça, de l'aléatoire. Du faire semblant. De l'aîné. Hein, l'aîné, et même maintenant, ça commence à disparaître parce qu'il n'y a même pas d'aînés. Normalement, ça c'était prévu pour les vieux. Aujourd'hui, tu vas voir des gens qui ont 20 ans qui se promènent avec des mharouma. On dirait j'ai vu même des bébés qui se mariaient là de 15 ans. Je sais pas si tu as vu les photos des bébés grands mariés. Non, mais va voir. Moi, je croyais que c'était un carnaval, mais en fait, c'est une réalité. C'est une réalité de mariage. C'est une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans. Je pense que c'est une réalité. Si ça se trouve, ça a été. Il y a eu même à Lille, c'est-à-dire des échanges de mari. Donc, comme on échange c'est ça l'idéologie. Des êtres humains, on les échange. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une idéologie, même dans la gouvernance, même quand tu vas dans un bureau, il ne faut pas que tu attendes. Non, c'est un peu bordélique. C'est ça le grand mariage. Donc, c'est une idéologie qui dépasse même la sphère du mariage, du Milanensi, et qui rentre même dans la mosquée. Il y a une présence de l'idéologie du grand mariage. Et ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'annoncer quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Voilà. Tout le monde sait que dans la mosquée, les premières lignes sont réservées aux grands mariés. Donc les imams et les grands mariés se tiennent par la barbichette. Exactement. Voilà, tout à fait. Et je voulais rebondir sur le fait que cette idéologie s'est imprégnée dans la sphère politique. Pour montrer, je prends un exemple récent, Azali a été élu. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Il baisse les prix, soi-disant. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer à un problème qui va transformer drastiquement le quotidien des Comoriens, comme l'électricité, c'est-à-dire réfléchir à des énergies renouvelables, réunir une équipe qui va réfléchir durant 3 mois de façon profonde à trouver une solution sur le problème de l'énergie. S'enfermer dans des bureaux 24 sur 24 heures pour travailler. Faire des appels, au lieu de faire des appels à des gens qui ne servent quasiment à rien. Réfléchir profondément à des problèmes que les Comoriens rencontrent tous les jours. Mais il va baisser les prix, c'est-à-dire ça rentre dans cette culture du Handa, faire semblant, montrer qu'on veut bien faire quelque chose. Voilà. Et ça, les Comoriens, ils commencent à comprendre que ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que... Mais je suis pas d'accord avec toi, ils comprennent quoi alors qu'ils élisent toujours les mêmes Oui, c'est notre débat. C'est-à-dire que ils ont tellement faim que les promesses... Ils finissent toujours par les suivre. C'est comme ça que j'analyse les choses. Bon, après, j'allais dire aussi que ni moi, ni toi n'étions. C'est aussi nos. Voilà. Nous, on est un peu prétentieux en disant ça parce qu'on pense qu'on peut trouver des solutions. Mais ni moi, ni toi, ni d'autres ne nous sont pas présentés aux élections. Qui ont des innovations. Donc, quand on déserte l'endroit, d'autres prennent la place. Donc, c'est aussi le fait qu'il n'y avait pas l'offre qu'il fallait. L'offre électorale. Donc, ils avaient entre. Une chèvre et la peste et le choléra. La peste et le choléra, bon, ils ont choisi peut-être, je sais pas, est-ce que la peste ou le choléra, je sais pas. Bon, bref. Donc, mes amis, on va pas être très très long, d'accord? Surtout qu'on va peut-être faire une autre vidéo sur beaucoup de sujets, hein, parce que j'ai trouvé un sociologue, même si je les déteste, parce que souvent quand je les entends parler, moi qui n'aime pas trop les racailles, j'ai toujours l'impression que dans leur explication, il y a une excuse à tout ça. Donc c'est l'éternel débat entre moi et eux. Mais sur ce genre de sujet, ça m'a fait plaisir de l'avoir là. Et je vais en profiter pour qu'on continue sur un autre sujet. Et je vous posterai la vidéo prochainement. Mais avant tout, regardez celle-ci. Je vous embrasse. À la prochaine. À la prochaine. Et réfléchissez sur la question de la faim qui est cachée et phagocytée par cette histoire de grand mariage. Tout à fait. Salut les amis.